Donc, je vais essayer de tenir les 15 minutes qui m'ont été accordées pour pouvoir justement développer cette thématique qui est de développer au sein de la préparation physique les ressources mentales ou ce qu'on appelle également les habiletés mentales. L'objectif est donc notamment en termes d'introduction, il y aura différentes parties, mais dans l'introduction, ce qui est intéressant de mettre en évidence, c'est que la préparation physique, elle serait justement un temps qui serait privilégié dans l'emploi du temps des sportifs, c'est-à-dire qu'on ne toucherait pas à l'emploi du temps actuel pour pouvoir intégrer ce travail de préparation mentale. Très souvent, le temps de préparation physique sont déjà équilibrés et identifiés et planifiés dans l'emploi du temps des sportifs. Donc en fait, la préparation mentale viendrait simplement en complément de la préparation physique. Et donc l'idée de cette présentation, c'est de mettre en évidence en quoi, à un moment donné, on peut toucher cette préparation physique, manipuler certaines variables sans forcément implémenter d'éléments ou d'outils en préparation mentale, mais simplement réfléchir à la conception, à la manière dont j'approche la préparation physique pour pouvoir développer justement ces habiletés mentales chez les sportifs. Également intéressant, justement, puisqu'à un moment donné, on parlera de charge de travail, que ce soit la charge externe en termes de volume et d'intensité, et on parlera également dans le cadre d'une diapo sur les difficultés ressenties ou cette notion de perception de l'effort, sur lequel on va pouvoir justement travailler sur une variable en prépa physique. Concrètement, la présentation, elle va se faire en 3 temps. On va essayer justement de potentialiser les charges de travail physique en développant donc 3 aspects: développer les stratégies attentionnelles chez nos sportifs, développer également les relations interpersonnelles au sein d'un groupe sportif et également améliorer la résistance à la fatigue. Et donc, je vais développer ces 3 points, notamment en faisant référence à des études qui ont été réalisées sur le terrain pour pouvoir appuyer mes propos. Et toute la logique de cette présentation traînera justement selon la conception systémique qui est justement d'intégrer ou essayer de potentialiser chacun des contenus d'entraînement avec un aspect physique, un aspect physio, un aspect moteur pour pouvoir justement avoir ce contenu très complet dans l'entraînement sportif. Pour pouvoir commencer, on va déjà s'intéresser au développement des relations interpersonnelles et on peut partir du principe où dès lors que l'entraîneur met en place des séances de prépa physique avec son prépa physique s'il en a un ou plusieurs, le but du jeu est plutôt justement de développer le potentiel athlétique, alors qu'il y aurait un grand enjeu également sur le fait de dynamiser le groupe. On peut mettre en évidence justement certaines études et on verra ensuite de manière pratique comment on peut l'intégrer au sein de la prépa physique. Mais il existerait justement différents résultats d'études qui mettraient en évidence que la dynamique de groupe, la communication, les émotions peuvent être développées au sein justement de l'entraînement en préparation physique. Cette première étude met en évidence que la prépa physique peut être un déclencheur d'expériences émotionnelles positives et ou négatives en fonction des consignes, en fonction des variables sur lesquelles on fait évoluer notre prépa physique. Ces émotions peuvent être partagées au sein des membres d'une équipe ou des sportifs si on est sur des sports individuels, mais justement la prépa physique peut être collective et réalisée ensemble. Elle influence la communication et les relations. On la verra de quelle manière. On verra également qu'en fonction du choix de l'intensité de nos exercices en prépa physique, on va pouvoir justement alimenter cette variable dynamique de groupe ou au contraire la diminuer. On va pouvoir justement jouer sur ces intensités d'effort pour pouvoir développer et générer des émotions qui seront ensuite partagées entre les membres. On s'appuiera également sur une vidéo étude de cas. La préparation physique sous l'effet de l'intensité de l'effort offrirait une possibilité de renforcer les interactions sociales. Et enfin, on peut partir du principe également où il existerait différentes formes de préparation physique, associées, dissociées, intégrées, et qu'en fonction du choix de cette forme de préparation physique, on va pouvoir également susciter ou développer des émotions chez mes sportifs, que ce soit agréable ou désagréable. On verra justement les différentes formes et l'impact que ça peut avoir justement sur ce développement des relations interpersonnelles. La première étude, ici, s'était intéressée à étudier les différentes intensités d'effort et le vécu émotionnel chez des rugbyman. Pour ça, ils se sont intéressés à 2 variables pour pouvoir évaluer ces émotions. On va parler d'interaction sociale verbale et non verbale. Concrètement, ici, le protocole en préparation physique, il s'agissait de réaliser différents blocs à intensité différente. On le voit bien, c'est des tests d'aller-retour 5 fois 40 secondes en aller-retour, sous format navette, à 80% de VMA, 90% de VMA, 100% de VMA. En gros, l'idée de ce protocole, ce qu'il faut retenir, c'est simplement justement l'entraînement, c'est-à-dire le test navette, 5 fois 40 secondes en aller-retour, 20 secondes de récupération passive. Ils ont fait évoluer ce protocole et là, ce qu'on va retenir dans ces différents groupes,
c'est justement l'évolution du pourcentage de VMA. Le groupe A, ils ont fait évoluer justement ce test navette de 50% de VMA jusqu'à 100%. Le groupe B, ils ont fait évoluer en incrémentant de 50, 100, puis en redescendant de 80 pour repartir à 90, etc. Le groupe contrôle, c'est un peu le groupe neutre, c'est-à-dire qu'eux, ils ont réalisé justement ces tests navettes de 5 fois 40 secondes à 50%. Les résultats de cette étude sont intéressants puisqu'ils mettent en évidence que plus l'intensité d'effort est élevée, c'est-à-dire que plus mes sportifs ont mis de l'intensité dans l'exercice ou que j'ai proposé en tant que préparateur physique, et plus les joueurs vont avoir tendance à communiquer durant la période de récupération subséquente, c'est-à-dire à la suite de ce travail à forte intensité, indépendamment des différents groupes. C'est-à-dire que le groupe A, on peut partir du principe où ils ont eu tendance à communiquer à partir du moment où ils ont réalisé 100% en termes de VMA. Le groupe B, c'était 100% qui correspondait justement au deuxième passage, etc. Donc, indépendamment des trois groupes, les sportifs avaient tendance à communiquer davantage suite au pourcentage le plus fort, indépendamment des trois groupes. Ce qui est mis en évidence également, c'est que le groupe A serait justement le groupe qui aurait eu tendance à plus communiquer entre eux, mais également avec les membres des trois autres groupes. Concrètement, ce qui est mis en évidence, c'est que dans le groupe A, l'évolution, c'est-à-dire l'incrémentation de la VMA était progressive. On est passé de 50 à 80, 90 et à 100%. Et justement, le fait d'augmenter en termes d'intensité permettrait derrière un échange émotionnel. On sait justement qu'il y a un partage des émotions qui est réalisé. Plus l'effort il est intense et plus derrière mon temps de récupération va être servi, ou pour les joueurs, comme un temps justement d'échange, de partage des émotions, de relations interpersonnelles, de création de relations interpersonnelles. Ce qui est mis en évidence également dans la petite illustration qui se trouve sur notre droite, c'est qu'ils ont joué sur les zones de récupération. Concrètement, dans cette étude, ils ont réalisé une zone obligatoire où les joueurs devaient justement intégrer cette zone-là. Donc, ils ont matérialisé sur le terrain. Ils ont appelé ça une zone proximale. Et donc, on voit justement qu'entre les joueurs, il y aurait par exemple là, entre ce joueur et un autre, 1,35 m uniquement. Et le fait justement de créer des zones spécifiées sur le terrain et avec des joueurs qui sont relativement proches d'un point de vue environnement permettrait justement cet échange. Plus que de répartir les différentes gourdes sur le terrain, mon sportif va récupérer sa gourde, mais il n'est pas proche des autres joueurs. Et donc, créer une proximité sociale permettrait justement de développer les relations interpersonnelles entre les joueurs. Et donc, ce qui est également envisagé justement en point de vue pratique, c'est que pour favoriser les interactions sociales, les prépas physiques pourraient envisager de terminer la séance par l'intensité la plus élevée. Alors ça reste à discuter par rapport justement aux dominantes et aux variables à travailler sur les sessions de prépa physique. Mais ce qui est intéressant de travailler et d'identifier dans cette étude, c'est qu'on peut jouer sur l'intensité des exercices au cours d'une séance. Et donc, ce qui est mis en évidence, c'est que plus l'intensité est forte, plus derrière, le partage émotionnel et la création de relations interpersonnelles est forte. Donc, on peut jouer sur une dynamique de séance. Pourquoi pas en commençant une séance par une intensité forte pour créer une adhésion, un ventre un peu plus mou au milieu de la séance pour reterminer sur une intensité un peu plus forte pour qu'à la fin de cette séance de prépa physique, il y ait un échange et un vécu. Ce qui est mis en évidence également, c'est qu'il serait intéressant d'instaurer des normes d'expression émotionnelle, favorisant les félicitations non verbales. Ça, c'est mis en évidence pour pouvoir justement créer ce type de relation. Il me semble que j'ai une vidéo étude de cas ici pour pouvoir justement voir l'impact d'une séance de prépa physique sur l'échange émotionnel entre nos sportifs. Avant de chausser les crampons, il reste un dernier petit exercice ludique, une course de white bike de 15 km, toujours par équipe de 3. À un moment, ils sont fatigués et ils abandonnent leurs potes à côté. Et le but, c'est qu'ils arrivent à se rapprocher, à pas penser à eux, penser à l'autre dans un moment difficile. Et après tout le circuit, plus ça, c'est un moment difficile pour eux. Et là, au mental, au courage. Meilleur tour de la série pour l'équipe de Vamaina. Fritz Lee a tout donné. Morgan Parra et ses deux coéquipiers n'ont rien lâché. Voilà, donc à la suite de cette vidéo, on voit bien l'impact un peu des émotions vécues individuellement et collectivement par les joueurs, et notamment justement le fait de se valoriser, de se féliciter à la fin de cette session. Donc des éléments à prendre en considération. Dans la continuité de ces études, ils se sont intéressés justement au lien entre les différentes formes de préparation physique et l'impact que ça peut avoir sur la relation interpersonnelle.
pour ça, donc, le protocole s'est intéressé à la forme dissociée, bloc numéro 1, la forme associée et la forme intégrée. Ce qui est mis en évidence dans ce résultat, donc encore une fois, on n'est pas sur compléter la préparation physique par des exercices en prépa mentale ou par des outils en prépa mentale, on est simplement dans la conception de la prépa physique et comment je peux faire évoluer certaines variables pour justement alimenter ces habiletés mentales. Ce qui est mis en évidence justement à travers cette étude et le protocole, les résultats, c'est si la préparation physique dissociée permet un contrôle de la charge plus précis que les autres formes, il semblerait que la préparation physique intégrée soit la forme la plus génératrice d'émotions positives. Ce qui est également mis en évidence, c'est que la préparation physique dite associée, donc si on voit associée dans le cadre de notre protocole, on est justement sur 8 fois 90 mètres sous forme de relais par équipe. Ça peut également faire référence un peu à ce qu'on a vu la vidéo précédente, étude de cas, avec un relais sur watt bike. Ce qui est mis en évidence également sur cette prépa physique associée, c'est que ça serait un bon compromis, le choix de cette forme de prépa physique, qui va procurer à la fois des émotions positives, mais tout en permettant un contrôle de la charge qui semblerait un peu plus précis, ce qui serait l'inconvénient majeur en fait, de la préparation physique intégrée. Donc, de la même manière, on modifie simplement une variable, on prend conscience un peu de l'impact que ma prépa physique peut avoir et comment je suis capable de la faire évoluer. Dans un second temps, on va s'intéresser au développement des stratégies attentionnelles. Concrètement, par rapport à des consignes et par rapport à des éléments sur lesquels je vais orienter l'activité attentionnelle de mon sportif, je peux créer une contre-performance ou favoriser au contraire sa performance. Pour rappel, si on doit définir les focus attentionnels ou les stratégies attentionnelles, on parle de processus cognitif par lequel l'athlète va focaliser son attention et ses pensées sur un élément particulier pendant son effort. Alors, on va pouvoir discuter de différents efforts. Il peut y avoir des efforts très courts avec quelques répétitions à réaliser, mais avec une intensité ou une charge élevée. On peut avoir des efforts un peu plus longs, comme sur les sports d'endurance ou sur des tests où on va chercher justement cet effort prolongé. Je pense aux tests d'effort en début de saison pour pouvoir avoir une appréciation des qualités physiques de mon sportif. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut développer justement les stratégies attentionnelles chez les sportifs, c'est-à-dire une attention volontaire, consciente du sportif, à porter une attention particulière sur un indice. Et donc, ces différents indices ont été évalués dans la littérature, et notamment justement dans cette étude qui date de 2011, où l'objectif était ici pour certains sportifs de réaliser le maximum de répétitions, donc au développé couché et au squat, sur une charge de 75% de 1 RM. Pour ça, ils ont créé 3 conditions. Ils ont créé une stratégie attentionnelle ou un focus attentionnel neutre. Concrètement, la consigne, alors j'ai laissé exprès en anglais puisque des fois la traduction français-anglais n'était pas très belle. Concrètement, ici, dans ce focus neutre, c'était de réaliser le maximum de répétitions jusqu'à l'échec. Le focus interne, c'est le groupe de sportifs sur lequel justement on oriente une attention plutôt interne par rapport à soi. Ici, justement, porter son attention sur le mouvement et sur la force exercée, alors soit par les bras pour le développé couché, soit sur les jambes pour le squat. Et un point d'attention plutôt externe dans une troisième condition, où on est plutôt justement sur les effets du mouvement, non plus sur un focus interne, mais sur pas non plus les critères de réalisation du mouvement, mais plutôt sur un élément, sur l'effet voulu du mouvement. Donc focus sur le mouvement, mais également sur la force exercée par rapport à la barre. Donc on veut porter une attention sur l'exécution et sur le résultat final du mouvement. Concrètement, ce qui est mis en évidence par rapport à ces stratégies attentionnelles, c'est de mettre en évidence qu'il est plus intéressant d'opter pour un focus externe plutôt qu'interne pour maximiser la performance. En quoi la mise en place d'un focus attentionnel externe dirigé vers l'effet de l'action, donc la troisième condition, serait plus pertinent pour optimiser la performance de l'athlète sur un exercice demandant un engagement moteur et musculaire total. Concrètement, ce qui est mis en évidence dans la littérature, c'est cette hypothèse de l'action contrainte qui serait que d'orienter mon sportif sur une attention consciente interne, par exemple sur les critères de réalisation du mouvement, viendrait désautomatiser son mouvement. Concrètement, si on pose la question 2 plus 2, on va savoir répondre 4 très facilement, donc on est plutôt sur un processus dit automatisé. Par contre, si je vous pose la question 28 plus 36, là c'est une addition qui est un peu plus complexe et donc on va rentrer dans un processus plutôt conscient. Et bien, nos sportifs, dans le contrôle moteur, vont avoir ce même phénomène où on va chercher plutôt un automatisme plutôt que de déconstruire, désautomatiser, en amenant justement nos sportifs à trop conscientiser et trop réfléchir. Cette étude a été justement complétée encore une fois ici récemment en 2020. Donc on est toujours sur le squat et toujours sur le soulevé de terre. Maximum de répétitions à 80% de 1 RM. Et là, ce qui est mis en évidence, on complète un peu cette première étude avec d'autres données,
Ce qui est mis en évidence, c'est que lorsque les athlètes adoptent une focalisation externe, donc ce qui est mis en évidence à travers le petit carré rose, les mouvements sont non seulement plus efficaces, mais aussi plus économiques, avec pour conséquence une production de force et un nombre de répétitions plus important. On voit bien justement que la condition externe, par rapport justement au squat et au nombre de répétitions, ici, en focus interne, on est en moyenne à 6,50 de répétitions. En focus externe, on est à 7,80. Ce qui est mis en évidence, c'est que justement, ça serait plus économique. Comment ils ont évalué ça? C'est en mettant en évidence justement l'activation musculaire grâce à l'EMG. Et ce qui est mis en évidence, c'est que nos sportifs, à la fois, ils sont capables en focus externe d'avoir un nombre de répétitions plus fort que la condition interne, mais aussi contrôle, condition. Mais également, il y aurait une activation musculaire qui serait beaucoup moindre que le focus interne ou le groupe contrôle. Et on voit bien les données ici sur le focus externe, on est à 101 pour le squat en termes d'EMG, alors qu'on est à 110 et à 104 pour le groupe condition. Voilà pourquoi on parle de mouvements plus économiques, c'est-à-dire qu'il y a une moins d'activation musculaire pour pouvoir réaliser la répétition ou la performance. Deuxième résultat d'étude, les athlètes sont plus performants lorsqu'ils portent leur attention sur l'effet du mouvement, encore une fois, par rapport à nos trois groupes, on est plutôt sur la condition externe, que sur les critères de réalisation du mouvement. Pourquoi? Parce qu'on viendrait justement créer alors ce qu'on appelle hop là. Alors, j'ai plus. Pardon, il y a eu un petit bug. On viendrait créer un bruit dans le système moteur, dans le contrôle moteur. Pareil, on viendrait désautomatiser par rapport à trop d'informations qu'on amènerait justement à nos pratiquants. Enfin, par rapport à cette notion de développement des stratégies attentionnelles, on peut aller un peu plus loin. On n'est pas en train de dire que la condition externe a réponse à tout. On peut aussi s'intéresser justement à la condition interne. Ici, dans cette étude, ils se sont intéressés justement, pareil, à mettre en évidence l'activation musculaire selon trois conditions. Selon une condition externe, qui est représentée ici, selon une condition interne, donc pareil, pour créer un focus attentionnel, j'oriente exprès par rapport à ma consigne l'orientation de mon sportif. Et ce qui est mis en évidence dans cette étude, c'est la troisième condition. La troisième condition, c'est orienter d'un point de vue attentionnel de manière interne la contraction volontaire du biceps chez mon sportif, mais également grâce au toucher de l'expérimentateur, c'est-à-dire qu'il touchait également le biceps, il y avait une activation musculaire qui était beaucoup plus élevée, enfin beaucoup plus élevée, c'est relatif, mais plus élevée que la condition externe et plus élevée encore que la condition interne neutre. Donc, amener justement un toucher permettrait de prendre à la fois le stimulus tactile d'un instructeur serait efficace pour augmenter l'activité des muscles agonistes pendant l'exercice, donc celui qu'on souhaite faire contracter chez nos sportifs. Ça serait justement un facteur qui serait important pour renforcer l'effet de l'entraînement en résistance, c'est-à-dire pourquoi pas, si on a une recherche d'hypertrophie, d'amener justement cette condition interne plus pourquoi pas se toucher, et de favoriser pourquoi pas aussi pour les débutants la compréhension des muscles qui sont sollicités pendant le mouvement. Trop souvent, nos sportifs vont réaliser des mouvements sans forcément prendre conscience réellement de l'activation des muscles qu'on souhaite justement valoriser ou travailler dans les exercices. Donc, du coup, ça peut être une bonne condition d'orienter de manière interne, plus pourquoi pas par le toucher. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il serait intéressant justement, alors ça je ne l'ai pas forcément observé, mais en termes de réathlétisation post-blessure et amener justement ce retravail musculaire. Enfin, la troisième idée, on est sur améliorer la résilience à la fatigue. On peut amener justement une variable en prépa mentale ou un outil ou un protocole d'entraînement qui est le Brain Endurance Training. Alors, c'est un protocole d'entraînement qui est récent, qui n'a pas montré encore toutes ses preuves d'un point de vue pratique, mais pour moi, il semble intéressant pour pouvoir implémenter et compléter l'entraînement en prépa physique. On parle de répétition systématique de tâches cognitives mentalement fatigantes combinées à un entraînement physique. Concrètement, une petite vidéo ici, on voit un sportif en train de réaliser une tâche cognitive. Alors, il existe aujourd'hui des programmes d'entraînement, des applications qui permettraient de développer cet entraînement cognitif. Alors, on peut s'y prendre de différentes manières. On verra les avantages et les inconvénients. Mais l'objectif, en fait, dans ce travail, c'est de mettre en évidence qu'il serait intéressant de compléter le travail en prépa physique par un entraînement cognitif selon trois manières. Soit de manière donc avant l'entraînement, pré-séance en prépa physique, soit pendant, c'est-à-dire sur les temps de récupération, on peut alimenter aussi d'un point de vue cognitif et compléter l'entraînement en prépa physique par une tâche en prépa mentale ou cognitive, et ou soit après l'entraînement. Donc on voit ici deux études qui se sont intéressées à développer tout ça et ils ont mis en évidence des résultats intéressants.
Ce travail de Brain Endurance Training aurait 2 effets. Elle permettrait de renforcer la résilience à la fatigue, puisqu'on vient compléter un entraînement en prépa physique qui a déjà un volume, une charge de travail intéressante, par une charge de travail cognitif, et permettrait également de diminuer l'effort perçu. On va retenir ici l'adage « entraînement difficile, guerre facile », puisque dans l'entraînement, on va amener une charge cognitive supérieure par rapport à la charge et compléter la charge d'entraînement physique, ce qui ferait que quand je vais retourner en situation de compétition, pour moi, la situation de compétition sera, on va dire, entre guillemets, aisée, puisque j'ai été entraîné de manière cognitive. Avantage justement de cette méthode d'entraînement, on va créer des nouveaux stimuli d'entraînement pour créer l'adhésion des sportifs justement à la préparation physique. On va créer un nouvel environnement avec des nouveaux stimuli. Elle peut se faire, comme je l'ai dit, avant, pendant ou après l'entraînement physique en fonction des contraintes que l'on peut avoir au niveau d'emploi du temps, et permettrait d'augmenter la charge d'entraînement des athlètes en complétant avec un entraînement prépa mental. Les inconvénients justement de cette méthode, pour l'avoir testée, c'est la difficulté dans la conception des exercices, puisqu'on peut partir du principe où il existe des applications, mais qui peuvent être payantes. Donc, il faut imaginer des situations, avoir ce côté ingénieur de situations d'entraînement cognitif. Et le transfert dans la performance, on peut partir du principe où là, le mec qui est dans la vidéo, il peut être un très bon joueur par rapport à ce jeu qu'il est en train de réaliser, mais est-ce qu'il y a un transfert concret sur la situation de performance? On peut se poser, donc pourquoi pas, de concevoir des situations, des exercices qui pourraient avoir un transfert réel avec l'activité. Difficulté dans la quantification de la charge d'entraînement, puisqu'on complète avec un entraînement cognitif. Au final, mon entraînement physique ou l'exercice que je propose, quelle est la charge d'entraînement que je lui fais faire, en termes de RPE par exemple. Et difficulté à évaluer les bénéfices de cet entraînement mental concrètement sur le terrain, puisqu'on est encore sur une manière subjective. Donc, quel est le transfert ou les bénéfices de cet entraînement concret qu'il est en train de réaliser sur sa performance ou sur l'entraînement. On va surtout amener les prépas physiques quand ils vont proposer un exercice de musculation à leurs sportifs, et surtout mettre en évidence quel est l'objectif à réaliser. Est-ce que c'est un objectif de performance ou est-ce que c'est un objectif justement d'hypertrophie? En fonction de la variable ciblée par rapport à cet exercice de musculation, je vais alors orienter les stratégies attentionnelles de mes sportifs. Si on est, comme on a dit, sur l'hypertrophie, on va plutôt orienter davantage l'attention de mes sportifs sur un focus interne, mais c'est bien l'objectif de mon exercice et les effets souhaités derrière qui vont orienter, ou je vais orienter l'attention de mes sportifs. Ok, c'est bon, mais merci pour la précision. Donc, j'avais bien. Toute information ou tout élément qui viendrait à un moment donné justement identifier d'un point de vue attentionnel qu'à un moment donné ce bandage-là, alors ça peut être de manière compression, mais de la même manière, je pense qu'un scotch, quand on colle, on sent justement le scotch qui est collé à la peau, permettrait justement d'orienter l'attention plus précisément sur ce muscle-là. Ouais. D'accord. Ouais. Après, c'est une logique de conception, comment je peux être capable justement de par les éléments que je peux avoir autour de moi, solliciter ça, le toucher, ça peut être un exemple, un petit bandage, une petite… D'accord. Il y a une méthode de musculation où c'est un peu un système de garrot, mais alors c'était plus pour l'augmentation de la force, pas de la masse musculaire. Et je sais que j'avais rencontré un préparateur physique qui utilisait ce type de méthode-là, mais qui n'était pas tout à fait la… L'objectif n'était pas le même, parce que lui, c'était pour le gain de force et non pas pour le volume. Mais bon… Alors si, ça peut être justement de manière subjective, où on amène le pratiquant à évaluer la difficulté de l'effort perçu. Mais là, j'étais plutôt sur cette facette où le prépa physique, quand il va programmer son contenu d'entraînement, va lui justement essayer de quantifier au préalable la charge d'entraînement. Et donc, s'il implémente ce travail en prépa mentale ou une tâche cognitive, alors ça rend cette difficulté pour le prépa physique de calibrer cette charge d'entraînement un peu plus précisément, puisqu'il l'implémente justement avec une tâche cognitive qui pourrait justement induire alors soit un effort perçu plus élevé, puisqu'à un moment donné, on va orienter l'attention, etc. C'était plutôt dans cette logique de planification et d'anticipation de la charge d'entraînement. Okay, merci. Juste une remarque, Mathieu, parce que c'est vrai que tu as pu agrémenter aussi des choses très récentes au niveau de la littérature. Donc, je te remercie d'avoir été vraiment à jour sur ce qui se faisait vraiment actuellement là-dessus. Au moins, ça permettait vraiment de mettre des mots derrière des choses aussi
Et surtout d'être à jour, en fait, sur ce qu'il fait là actuellement. Donc, j'ai vu, là, tu avais des choses de 2020, 2022. Donc, pour dire que ces questions-là, elles sont actuellement traitées aussi dans la littérature. Ouais, et puis en éco-prémisse, sur le Brain Endurance Training, comme on a dit, c'est vraiment le tout début. Il y a des choses qui sont faites. Je pense à, alors on voit au pôle, j'ai travaillé avec un sportif où on a implémenté ça sur le watt bike. Alors ils font un côté ingénieux, c'est-à-dire que les exercices proposés par rapport à cette tâche cognitive, ça peut être varié. C'est juste la notion de transfert où on n'a pas forcément encore, mais ça peut être avec Titouan du pôle, on a travaillé justement sur le jeu des 7 différences. Comme je l'ai dit, il faut que l'exercice soit le mieux transféré par rapport à l'activité réelle. Le jeu des 7 différences, on a mis en évidence qu'à un moment donné, mon sportif, il doit avoir une attention qui est portée sur une image et puis justement avoir une attention plutôt sélective. Identifier justement dans les images justement des stimuli visuels que je ne garde pas pour aller chercher les stimuli qui m'intéressent. Et donc, on a cette activité visuelle comme pourrait avoir justement un sportif en voile qui va observer son environnement, détecter certains stimuli, garder certains parce qu'ils sont intéressants en termes de stratégie attentionnelle, et aussi justement éliminer certains puisqu'ils ne rentrent pas dans un processus cognitif de performance. Donc bien justement identifier l'exercice par rapport à la tâche ou par rapport à l'activité réelle de mon pratiquant en situation de performance. Alors, en focus externe qu'il faut retenir, c'est soit j'oriente le sportif sur un élément extérieur au sportif, de manière, on appelle ça également dissocié. J'oriente son activité sur un point particulier qui est référencé à l'extérieur de mon sportif, devant lui par exemple, mais ça peut être aussi sur l'effet du mouvement. Ouais, Ça peut être sur la hauteur de barre. Samuel Breton, qui était donc un étudiant en master, qui est actuellement au Quimper Volley en tant que prépa physique, lui, pour développer justement le squat jump, donc il y a un test en prépa physique, le squat jump, il avait placé en haut en fait un ballon de volley. Et la consigne était justement de toucher le ballon de volley avec la tête. On est sur l'effet souhaité, le résultat final d'une action, plus que sur la critère de réalisation.